Je vais parler d'une recherche qui a été faite par l'Association Médico-Spirit de São Paulo et qui a été publiée dans un livre qui s'appelle « La vie triomphe ». Cette recherche est réélaborée, est révisée et sera publiée de nouveau avec de nouvelles données à partir de la même recherche qui a été faite. Je vais parler de ce médium. Malheureusement, j'avais envoyé un film avec Chico Xavier qui recevait un message. C'était pour que vous puissiez connaître la vitesse à laquelle il travaillait. Parce qu'on a l'impression, en voyant le film, qu'il n'est pas présenté à sa vitesse normale. Mais c'est sa vitesse réelle. C'est la vitesse normale à laquelle il recevait les messages et qui démontre qu'il ne pouvait pas y avoir d'intervention intellectuelle du médium au vu de la vitesse à laquelle il recevait les messages. Je vais vous parler du médium lui-même. Il a reçu plus de 460 livres. Il a psychographié des lettres pour les familles qui avaient perdu des êtres chers. Nous avons fait, je veux dire mon frère, Paolo Rossi Severino, a fait 160 entrevues avec un questionnaire modèle qui a été élaboré par moi et par Maria Julia Prieto Pérez de l'Association Médico-Spirit de São Paulo pour que mon frère puisse faire ce questionnaire auprès des familles pour que nous ayons un questionnaire modèle. Les données pour le livre proviennent de 45 messages sur les 160 que nous avons obtenus. Ils ont été traités par ordinateur et nous avons pu, au départ, en 1990, publier le livre « La vie triomphe » sur ces 45 cas. Je vous montre ici Pedro Leopoldo, la ville où est né le médium en 1939. Une autre vue de Pedro Leopoldo en 1939. Une petite ville de l'État de Minas Gerais, située à 40 km de Belo Horizonte, la capitale de l'État de Minas Gerais. Ici, nous avons une autre vue de la ville en 1939. Et ici, en 1958, lorsque le médium a déménagé, il a quitté Pedro Leopoldo pour aller s'installer à Uberaba. Ici, la maison où il est né. Et tout le monde peut voir que c'est une maison pauvre. Un petit garçon donc, qui a grandi dans la pauvreté, fils de João Cândido Xavier et Maria João de Deus. Et cette rue qui va vers l'église est la rue São Sebastião, où il est né et où il a vécu. Le premier mariage de son père, João Cândido Xavier,
a donné 9 enfants, pardon. Chico n'avait que 5 ans quand il a perdu sa mère. Dans les années 1930, ici, quand Chico était avec son père, João Cândido travaillait dans le secteur textile. Il a ensuite perdu son emploi et il vendait des billets de loterie pour vivre. C'était quelqu'un de joyeux qui faisait des sérénades. Il jouait de la guitare. Et Chico aidait son père à élever les enfants et les neveux. Du premier mariage et ensuite du deuxième mariage de son père. Avant cela, il a eu une enfance douloureuse et difficile, mais après le deuxième mariage de son père avec Lucília, son père a réussi à faire en sorte que ses enfants vivent dans une situation plus stable. Et Chico a toujours eu beaucoup d'affection pour sa belle-mère, qu'il considérait comme sa deuxième mère. Le médium, nous le voyons, est né et a vécu dans la pauvreté, mais une pauvreté extraordinairement active, puisque depuis l'âge de 8 ans, il vivait pour subvenir à ses besoins et pour aider ses 14 neveux qui ont fini par rester sous sa responsabilité. Ici, nous allons voir la méthodologie qui a été faite donc par l'Association des médecins de Spirit de Sao Paulo entre 1975 et 1990. Une étude que nous avons faite et la nouvelle analyse partielle a été faite maintenant en 2012 et nous sommes encore en train de la faire. Elle n'est pas terminée. Elle sera publiée prochainement. Les auteurs sont Paolo Rossi Severino, qui est l'auteur du livre, qui est le chercheur de terrain, la doctoresse Maria Julia Prieto Pérez, qui est la mère de Julio Pérez, que vous avez vu tout à l'heure, ce matin, moi-même et Giancarlo Lucchetti, qui est le responsable de la réanalyse des cas. La méthodologie. Les concepts sont basés et ont été utilisés dans cette étude en ayant en vue que les informateurs sont des personnes qui ont reçu des messages par la psychographie du médium Francisco Cândido Xavier. L'entité communicante est l'esprit, ou le mort, ou le décédé, qui allègue avoir communiqué par le biais d'un message. Et le médium est la personne qui permet la communication entre la sphère spirituelle et la Terre. La méthodologie, donc, les chercheurs ont fait des interviews avec ceux qui ont reçu des messages psychographiés. Les informateurs ont été sélectionnés pendant les réunions dans lesquelles travaillait Chico Xavier à Uberaba ou indiqués par des collègues qui ont vu ou entendu ces messages. Les informateurs ont été interviewés individuellement pendant 3 heures. Ces entretiens ont été effectués au moins 20 jours après les messages. La plupart d'entre eux, de ces messages, donc, datent de 4 à 5 mois, de ces entrevues, datent de 4 à 5 mois après le message. Ces entrevues ont été faites individuellement avec la famille pour évaluer la preuve fournie pour chaque informateur
qui est inclus dans le message. Nous avons établi un classement basé sur la possibilité que le médium avait de connaître une information donnée par le biais d'une conversation ou de recherche préalable. Notre réanalyse est basée sur cette question. Le médium pouvait-il connaître ces informations à travers une recherche personnelle ou par le biais de conversations pouvait-il avoir connu ces informations? Et ceci nous a amené à un degré de certitude ou à une possibilité de vérifier si ces messages ont une valeur ou pas. Parce que nous sommes partis de la base de faits génériques que n'importe quel message peut contenir et qui n'ont pas un degré de probabilité ou de certitude ou d'évidence très grande, très importante. Ensuite, nous avons des informations avec un degré plus élevé ou des possibilités modérées, des petites possibilités ou chances, de très petites chances ou des chances minimum que le médium avait de connaître à travers des conversations ou des recherches préalables. Le niveau de certitude du message ou d'évidence ont été évalués, comme je vous l'ai dit, des informations générales n'ont pas un poids très important du point de vue de la preuve, parce que ce sont des informations peu spécifiques. Par exemple, des termes généraux, mère, grand-mère, père, des faits généraux qui peuvent s'appliquer à tous les cas. Par exemple, ça nous donne un panorama général, mais pas des preuves. Et le fait que le médium a de grandes chances de connaître, comme le nom du père, le nom de la mère, le nom des frères, sœurs, fiancés, époux, enfants, la date du décès, la cause et le lieu du décès, des événements qui se sont produits pendant la journée ou la période où la mort s'est produite, la maladie que la personne avait et la date des naissances. Ce sont des données, nous le savons, que le médium avait des chances de connaître. Mais même ces données, si nous tenons compte du fait que le médium n'avait pas rencontré la famille avant le message, nous voyons que même ces données qui peuvent paraître faciles à constater par le médium ne sont pas si faciles que ça, à cause du type de réunion et la manière selon laquelle le message a été reçu. Le niveau de preuve ou de certitude du message, l'effet que le médium a des chances modérées de connaître. Le nom des grands-parents, par exemple, la profession du communicant, la période du jour où s'est produit le décès, des faits communs passés, par exemple, la profession, les études, la maison, etc. Des faits que les médiums ont peu de chances de connaître, comme le nom des arrière-grands-parents, nom d'amis, proches, de neveux, de nièces, de membres de la famille, la signature, des noms difficiles à prononcer ou à épeler. Thérèse avec un Z ou un Z,
Ça semble simple, ou des surnoms par exemple, mais ce n'est pas si simple que ça. Et le degré de difficulté pour connaître ces détails est d'autant plus important que le médium a moins de que connaît la famille, a moins de chances de connaître la famille. Donc l'effet que le médium a peu de chances de connaître le nom de parents éloignés, des faits marquants de son enfance, l'écriture des noms utilisés, des faits communs connus à peine par les membres de la famille, des faits que le médium a des chances minimales de connaître. Par exemple, une personne que la famille ne connaît pas. Et il y a eu beaucoup de cas comme cela, où la famille ne connaissait pas la personne et a dû faire des recherches pour savoir de qui il s'agissait. Des faits que la famille ne connaît pas. Nous avons vu donc 45 cas au départ que nous avons à évaluer. Et en 2012, nous avons réanalysé 38 de ces cas, et ce jusqu'à présent. Et ceci va être conclu encore cette année. Sur la véracité des informations, elles sont divisées en correct, incorrect, à confirmer et personne inconnue que l'on ne savait pas exactement, on n'a pas réussi à savoir exactement de qui il s'agit. Les statistiques, et ici vous avez ce que nous avons dans le livre et qui est réanalysé. 49% des informateurs sont spirites. 44,4% sont catholiques et sont divisés entre le judaïque ou évangélique ou umbandiste en moindre quantité. L'âge où a eu le décès. Nous voyons que la quantité la plus importante, qui correspond à 53,40%, a eu lieu entre 21 et 30 ans. Le sexe de l'entité communicante, il est intéressant de voir cette donnée. 77%, presque 80% des entités communicantes étaient des hommes. Et un jour, j'ai demandé au médium, pourquoi? Quelle était la raison de cela? Pourquoi les messages émanaient plus d'hommes que de femmes? Et le médium m'a répondu que l'homme est plus attaché au passé. Je suis désolée pour les éléments masculins dans la salle, mais c'est ce que l'on nous a dit. 77% des communicants sont des hommes. La religion de l'entité communicante, 72,30% sont catholiques, 62%, pardon, et 20% sont spirites. Si l'on revenait au premier graphique, on verrait que la famille, qu'il y a eu, une modification de la famille qui est devenue spirite après le message reçu. Parce que nous avons vu qu'il y avait 44% des informateurs étaient spirites. Et parmi les communicants, 62,30% sont catholiques. Donc il y a eu quelque chose qui a convaincu la famille dans le message. La cause de la mort, nous avons 73,10% de morts accidentelles, 18% de morts naturelles, et le reste, ce sont en plus petite quantité. Des morts par accident, par exemple. Dans 45 cas, nous avons 12 types de morts par accident.
l'impact d'objets, les chutes, bicyclettes, le train renversé par une voiture, des substances toxiques, avions, motocyclettes, feu, armes à feu. Nous avons 12 modalités de mort seulement par accident. Si nous comparons ces données avec l'entrevue préalable que le médium que le médium a eu et que nous verrons si après, dans la plupart des cas, il ne connaissait pas la famille. La première visite, c'était la première fois qu'ils allaient le voir pour demander des nouvelles. Y a-t-il une description de la mort dans le message? Dans 75,60 des cas, il y avait une description de la mort dans le message. Le peu de messages où il n'y avait pas eu de description, c'est parce que nous avons le deuxième ou troisième message de l'entité, où elle... Donc, cette donnée statistique est un petit peu fausse, parce que si l'on regarde dans la pratique, pratiquement 100%, dans 100% des cas, il y a la description de la mort dans le message. Le temps qui s'est passé entre la mort et la communication, qui est traité en mois, de 6 mois, d'un an, plusieurs années, etc. Voyez cette donnée. Est-ce que Chico Xavier connaissait l'informateur avant le décès? Dans 93,30 des cas, il ne connaissait pas la personne ou la famille. Il y a des mots particuliers dans le message. Oui, dans 55,60% des cas. Dans ces cas-là, la famille a dit que les mots étaient particuliers à l'esprit communicant. De même pour des phrases particulières dans le message, dans 60% des cas. Il y a même des cas de petites strophes ou de sonnets où les communicants saluent les parents, apportent ses preuves sans que le médium sache qu'il avait cette veine artistique. Nous avons plusieurs cas de ce genre. Un style particulier de l'entité dans le message, dans 57,8% des cas. Les parents ont donc senti et constaté qu'il y avait un style particulier de leur fils, de leur enfant ou du désincarné. La comparaison entre la signature du message et celle de l'entité communicante quand elle était en vie, elle est identique dans 35,60 des cas, 60% des cas, pardon, et différente dans 22% des cas. Mais dans 42,2% des cas, il y avait une similitude qui nous donne un degré de certitude très élevé pour ce message. Par exemple, ici, vous pouvez voir les cas de psychographie analysée à travers la graphoscopie. Un technicien de Banco do Brasil, de la ville de São Paulo, a analysé le message de Dona Hilda Mascaro Salvo, qui a écrit en italien à son fils, qui s'appelait Salvatore, et elle signe. Vous pouvez voir donc à droite, nous avons la signature psychographiée. Et à gauche, nous avons le message qu'elle avait envoyé quand elle était encore en vie, pour Pâques. Une autre signature
de Mauricio Garcés Henrique, que vous pouvez voir à gauche sur la psychographie et quand il était en vie sur sa carte d'identité à droite. Le nombre de personnes qui ont authentifié la communication sont dans 88,9% des cas. Les conditions dans lesquelles le message a été reçu, dans 93,3% des cas, c'était des séances publiques avec plus de 300 personnes présentes au moment où le message a été reçu. Et vous savez, beaucoup tentent à travers la parapsychologie d'expliquer le phénomène de la psychographie, mais il serait impossible de dire qu'il y avait, par exemple, une télépathie dans ce cas, avec 300 personnes dans la salle qui ne savaient absolument rien au sujet de l'entité communicante. Ce sont donc des séances pendant que le médium psychographiait. Et c'est une autre plus ancienne où il y a de 100 à 200 personnes qui participent à la réunion. Et on a constaté également que les entités qui se communiquent demandent dans leur message une pensée positive dans 80,2% des cas, un travail constructif et l'acceptation des épreuves. Maintenant, nous allons voir une statistique analytique qui a été faite en 2012 des 38 cas déjà étudiés et il n'en manque que 7 pour pouvoir terminer la réanalyse. Par exemple, l'âge moyen des entités qui se communiquent est de 20,76 ans. La moyenne de mots par psychographie est de 874,97%. Je dois ici vous donner mon témoignage parce que le médium recevait par exemple de minuit à 6 heures du matin ou peut-être avant. Et il recevait ses communications 7, 8 ou 10 lettres par soirée, par nuit. Et ces messages comportaient plus de 50 pages psychographiées. Et voilà pourquoi il y a un très grand nombre de mots en moyenne, 874,97 par psychographie. La vitesse a malheureusement, je pensais vous la présenter, mais malheureusement, je ne peux pas vous la montrer. Une vitesse impressionnante de ce médium lorsqu'il psychographiait et qui est une preuve des faits présentés. Les moyens d'information par message, des faits généraux, 7,16. De grandes chances que le médium puisse connaître, 7,03. Des chances modérées, 2,53. Peu de chances, 2,39. Très peu de chances que le médium connaisse, 2,42. Et un minimum de chances qu'il connaisse, 0,24. Des faits généraux qui peuvent être valables pour tous et qui peuvent parfois nous tromper et nous faire penser que tous les messages sont pareils. Mais les informations sont impressionnantes. Par exemple, chère maman, papa, nous continuons d'agir pour la construction du bien, cette accolade chaleureuse, quand je revenais à la maison, etc. Tout cela construit le message d'une manière générale, mais d'autres messages,
ce sont des cas où il y a des chances de connaître. Par exemple, mon père, Osvaldo, dans le cas 23, par exemple. Ma mère, Arassi, bénissez-moi. Arassi, c'est le nom de la mère dans le cas 24. Chère Raquel et mes chers frères Moïse, Renato et Ricardo. Rachel, Moïse, Renato et Ricardo sont frères dans le cas 33. Et les événements qui se sont produits le 14 février, et c'est la date qu'il souligne, qui est la date du décès dans le cas 9. Ce sont des faits que le médium a des chances de connaître, mais que ici, il a des chances modérées de connaître. J'aimerais que vous me voyiez comme avant, faisant des dessins et de la photographie. Il avait un studio chez lui où il dessinait, faisait des photos, développait et agrandissait des films. C'était son travail. Mais le médium avait très peu de chances de connaître cela. Avait des chances modérées, pardon, de connaître cela. Ici, on a la mamie Carolina, qui est la grand-mère maternelle décédée le 23 janvier 1949, où l'entité communicante fait référence à cette grand-mère qui était distante de lui puisque le message a été reçu dans les années 70. C'est pour cela que l'aéroclub m'a conquis. Il prenait des cours pour être pilote dans un aéroclub dans le K14. C'est un fait que le médium avait des chances modérées de connaître. Les cas où le médium avait peu de chances de connaître, j'ai des nouvelles de l'ami Geraldo pour notre sœur Neizinha. Il faut faire attention ici à la manière dont les noms sont écrits. Par exemple, Neizinha et Geraldo était le père du beau-frère de l'entité communicante et Neizinha était le surnom de la mère de son beau-frère. Je me suis réveillée dans un endroit très reposant et deux amis m'ont dit qu'ils étaient Papi Manuel et mon bisaïeul Frederico. Frederico était le bisaïeul de l'entité communicante dans le cas 28. Et cet autre cas ici, que le médium avait peu de chances de connaître, est très intéressant. C'est José Roberto Chabi. C'est le pseudonyme officiellement enregistré de l'entité qui se communique. José Roberto était très sensible et à l'école, on l'appelait, on le traitait de PD ou une personne qui est homosexuelle. Et lui, il a été très choqué. Et il disait à sa mère qu'il ne savait pas comment réagir face à cela. Ne fais pas attention à cela, sa mère lui disait. Tu es une personne qui a sa personnalité. Non, ne fais pas attention à cela. Et il a donc décidé de changer son nom qui était Biche, de modifier pour que ça devienne Chabi. Et il l'a fait enregistrer. Comment le médium pouvait savoir cela?
Lorsqu'il a signé son message pour sa mère, il l'a signé José Roberto Chabi. Le médium avait très peu de chances de connaître. Par exemple, dans le cas 41, il a été traité par un médecin dans le plan. Et il a dit comme ça, j'ai entendu le médecin, et si je ne me trompe, c'est le docteur Pedro, qui est le neurochirurgien qui a traité l'entité qui se communique à l'hôpital. Cet hôpital, il était à l'hôpital donc quand il était en vie, avant de se désincarner. Il a donc donné à ses parents le nom du médecin qu'il a traité avant son accident. Dans le cas 16, nous avons une information importante que le médium avait très peu de chances de connaître. Maman, je te demande de prier pour mon ami José Zeda Brahma. Je dois l'aider et il a besoin de votre aide. Le surnom de l'ami qui se communiquait, qui est décédé dans un accident. Donc c'était le surnom de l'ami. Donc il a donné le surnom de cet ami qui est mort avec lui pendant l'accident. Et nous avons aussi un autre cas très intéressant, dans le cas 9. Nous restons ensemble, nous tous, comme toujours, et y compris notre Vilma. C'était très difficile pour le médium de savoir ça, parce que c'était l'employé de maison, que la famille aimait beaucoup, et qui était considéré comme un membre de la famille. Le médium avait très peu de chances de connaître également. Il y a une information dans le message du cas 3. Plus de cartes avec l'alphabet sur laquelle où les mouvements sont très lents. Il parlait d'un papier cartonné avec un alphabet qu'il avait imaginé, que l'entité avait imaginé quand elle était en vie, encore en vie donc, pour communiquer avec le monde spirituel. C'est dans le cas 3. Dans le cas 1, nous avons ceci. Maintenant, je connais mieux la grotte de Maquiné dont nous parlions. C'est un gars très intéressant parce que Beto, du cas 1, quand il était petit, allait se promener avec son père pour aller visiter la grotte de Maquiné, qui est très très connue dans mon pays, dans la région dont ses grands-parents étaient originaires. Donc il fait référence dans le message à une grotte qu'il a visitée, mais que depuis tout petit, il entendait parler par son père. Le médium a un minimum de chances de connaître. Ici, on a une référence dans le cas 1. Et même le père João de Santo Antônio, il est venu me voir et m'a embrassé au nom de l'affection des ancêtres. C'est un prêtre qui est mort il y a 50 ans. Seul le grand-père l'a connu. Et ses parents ignoraient son existence, en faisant référence également au cas 1. Dans le cas 5, un autre bienfaiteur s'est identifié comme étant un médecin
le docteur Guilherme da Silva. Après, par la suite, les parents, la famille est allée vérifier parce qu'ils ne connaissaient pas ce médecin. C'était un médecin hygiéniste né dans la ville de Rio de Janeiro et décédé à Campinas en 1912. Et il était donc d'une famille que le médium ne connaissait pas et non plus la famille qui recevait le message. D'autres cas que le médium avait un minimum de chances de connaître. Par exemple, il a reçu un message signé par Jair Presente. Jair Presente adressait ce message à sa sœur qui s'appelait Sueli Presente. Et à un moment, il a écrit ce qui suit. Il y a un autre ami ici à côté, c'est Irineu Leite da Silva, un jeune un homme très bien Qui est mort Morreu. qui a passé l'arme à gauche le 7 juin dernier. Je fais partie de ceux qui travaillaient au parc des Flamboyants. Voilà, j'explique. Pour vous expliquer, ce qu'il veut dire, c'est que à côté de lui se trouve, dans le monde spirituel, Irineu Leite da Silva, un jeune qu'il a connu là, et qui est passé de l'autre côté de la vie le 7 juin dernier, et qu'il a été enterré dans le cimetière flamboyant à Campinas. Il y a 3 cimetières à Campinas, et l'un d'eux est le flamboyant. La famille qui a reçu le message ne connaissait pas Irineu Leite da Silva. Sueli Presente est allé voir l'administrateur du cimetière. Il n'y avait pas d'enregistrement ou de l'enterrement de ce Irineu Leite da Silva. Sueli est allé jusqu'au journal Correio Popular, un journal de Campinas. Et là, elle a vu qu'on avait enregistré que Irineu Leite da Silva était mort le 7 juin. Elle était sûre de l'information, donc. Elle est retournée au cimetière. Et quand elle est arrivée là, Monsieur Roberto Mandiatera, qui était l'administrateur, a refait une recherche pour voir s'il trouvait Irineu Leite da Silva. Il fallait qu'il soit au cimetière flamboyant parce que ça avait été confirmé par le journal Correio Popular. Ils ont donc vérifié de nouveau la liste et ils ont découvert que le cimetière, l'administration du cimetière s'était trompée. Irineu Leite da Silva avait été enregistré sous le nom de Pirineu Leite da Silva, de sorte que le message psychographié par Chico Xavier a permis de corriger le registre du cimetière flamboyant à Campinas. Voilà Monsieur Renato Mandiatera qui a été donc que Sueli a rencontré, et ça c'est donc l'article du journal où il y a eu la correction des archives du cimetière. Et ça, ce n'est pas ici possible que le médium soit au courant. Les résultats des mots qui apparaissent dans cette réanalyse sont très intéressants
plusieurs mots qui sont communs, des informations comme les informations correctes en moyenne 15,61%, des informations incorrectes, y en avait-il? Est-ce que la famille a reconnu qu'il y avait une information erronée? Sur les 38 cas réanalysés, nous avons déjà la réponse lors de la première recherche, mais il n'y a pas une erreur. Et même dans l'écriture, la manière d'écrire les mots et les surnoms. Les informations qui sont encore en analyse sont au nombre de 8. Et une personne inconnue que la famille n'a pas encore réussi à identifier jusqu'à aujourd'hui. Il est intéressant aussi de voir les mots dans le message et les informations correctes. Nous voyons que ces lettres sont en réalité apportent toujours des informations correctes, qu'elles soient que le médium connaisse ou pas la famille. L'information était toujours correcte. Il existe des corrélations entre la quantité de mots dans les messages et le nombre d'informations présentes, sauf les informations que le médium a un minimum de chances de connaître. Nous avons donc ici ces données. Est-ce que la famille avait envoyé une demande à Chico Xavier préalablement? Dans 75% des cas, la famille n'avait pas envoyé de demande. Combien de fois avait-elle rencontré Chico Xavier? Jamais, dans 22% des cas, une fois dans 8% des cas, et 2 ou plus de fois dans 69% des cas. Et la corrélation entre le nombre de fois qu'il a rencontré le médium et les informations obtenues, je veux dire, ceci est pour vérifier que le médium ait été ou pas avec la famille, le nombre d'informations, par exemple, est similaire. Les personnes qui avaient déjà plusieurs fois été à Uberaba avant le message ou aucune information, donc dans 15,79% des cas, et des personnes qui n'étaient jamais allées à Uberaba avant le message, aucune information, 15,88% des cas. Cela veut dire que ce n'est pas une information importante, ce n'est pas une donnée importante. Les informations sont correctes dans les deux cas. Je vais vous parler un peu des autres cas ici, que nous avons eu l'occasion d'accompagner. Nous avons 12 cas d'accident, 6 cas de maladie, 3 cas d'assassinat et 1 suicide. Paulo Eduardo Teixeira da Silva a eu une mort accidentelle. Dans l'académie de l'armée de l'air de Pirassununga, ce jeune homme était de garde. Il nettoyait ses ongles avec une partie de son arme, la gâchette de l'arme, et l'arme a tiré, donc il est mort accidentellement. On pensait qu'il s'était suicidé, mais dans son message, il a dit à ses parents qu'il ne se serait jamais suicidé et qu'il n'avait commis qu'une erreur, celle de jouer en se nettoyant les ongles avec la gâchette du fusil. Nous avons su que l'académie de l'armée de l'air de Pirassununga, secrètement, avait changé le motif de la mort du jeune homme parce que, à cause d'un suicide,
La famille ne reçoit absolument rien et ils ont tenu compte du message de Chico Xavier et la famille a donc, ou le jeune homme a été donc considéré comme mort accidentellement. Alain Carlos Padovani. La mort, on ne connaissait pas la cause de la mort. Et il a dit qu'il avait respiré de la benzine et qu'il a eu un arrêt cardiaque. Le cas de Carlos Teles Sobral Jr. Il était considéré comme un suicidé au Portugal, dans la ville de Cascais. Mais sa famille est allée voir Chico Xavier et les parents ont reçu un message. Et Carlos Teles Sobral Jr. a dit qu'il avait été assassiné. Mais il ne voulait pas que ses parents rouvrent le procès parce qu'il était coupable. Parce qu'il est... Parce qu'il se moquait de quelqu'un. Il se moquait tout le temps de quelqu'un. Et cette personne, un jour, est rentrée chez lui et l'a tué. Et il a dit que c'était lui le coupable. Donc, il ne voulait pas que les parents rouvrent le procès, mais qu'il ne s'était pas suicidé. Heitor Furtado, nous sommes personnellement allés porter ce cas à Uberaba. Il était le fils d'Alencar Furtado. Et Alencar Furtado, avec mon mari Freitas Nobre, faisait partie du parti politique qui s'appelle MDB, qui était donc dans l'opposition, faisait opposition à l'armée, à la dictature militaire qui gouvernait mon pays à cette époque. Heitor Furtado était député fédéral et était candidat pour une nouvelle fois. Il dormait sur un siège de sa voiture à côté d'une station essence quand un garde est entré dans sa voiture. Il a eu très peur et le garde a tiré et l'a tué. Quand son père est allé à Uberaba, il voulait savoir si c'était un crime politique. Parce qu'il était le principal opposant au gouvernement. Et le message d'Heitor Furtado, qui est dans le livre, est une véritable pièce, morceau littéraire, et qui indique aussi la réalité, parce qu'il dit à son père qu'il n'a pas vu de méchanceté chez ce gardien, mais qu'il était seulement, il n'avait pas d'expérience. Et je me souviens très bien quand le député Alencar Furtado a reçu, Chico lui a lu le message et il a pris le message. Et quand il a pris ce message, il m'a regardé, il a regardé mon mari et m'a dit « Je sais très bien ce que je vais faire ». Et on a compris qu'il n'allait pas engager un autre avocat pour augmenter la peine du gardien qui avait provoqué la mort de son fils parce qu'il était convaincu que son fils n'était pas mort à cause d'un crime politique, suite à un crime politique. Irineo, je viens de vous raconter la correction dans les archives du cimetière. Roberto Muscat, qui est fils d'un médecin à Sao Paulo, il est juif. Et il s'est désincarné suite à un choc anaphylactique à cause d'un médicament qu'il avait pris par le nez. Et il parle à son père avec des expressions hébraïques que le médium méconnaissait totalement. Et Madame Hilda Mascaro Saulo, qui nous a apporté un message que vous avez vu en italien. Nous voyons donc que c'est une psychographie xénoglophique qui est écrite dans une langue que le médium ne connaît pas.
Les conclusions que nous avons tirées, c'est que les lettres psychographiées par Chico Xavier contiennent une grande quantité d'informations correctes. Ces informations que le médium qu'avait très peu ou un minimum de chances de connaître par le biais de conversations ou des recherches sont présentes dans ces messages. Il n'y a pas d'augmentation du nombre d'informations des informateurs qui fréquentaient régulièrement les séances de travail à Uberab. Cela veut dire que le fait d'aller plus souvent à Uberaba n'augmentait pas les chances ou ne diminuait pas les chances, elles restaient similaires. Certains messages présentent des faits que la famille elle-même ne connaissait pas et même une erreur Il n'y a eu donc aucune erreur dans les psychographies, la xénoglossie qui est présente et des recherches qui sont nécessaires pour mieux comprendre le phénomène de la psychographie. Nous connaissons très peu la médiumnité et les certitudes que la médiumnité peut nous donner. Mais Chico Xavier a été élu le Brésilien le plus important de l'histoire du Brésil, de mon pays. Il a été élu avec plus de 70% des votes populaires du pays comme un tout. Un homme qui a vécu pour servir, pour rendre les autres heureux. Il n'a jamais eu de compte en banque. Tout l'argent que ses livres ont rapporté sont attribués pour devenir du pain pour les pauvres, des couvertures pour ceux qui ont froid. Chico Xavier a été et est toujours une lumière au sein de l'humanité, une lumière pour mon pays, une lumière dans nos cœurs. Merci beaucoup.